Et si aujourd'hui, le sort de toute l'Afrique se jouait au Burkina Faso? Imaginez, au cœur du Sahel, une guerre imposée frappe ce pays. Mais derrière les armes, c'est un enjeu continental qui se dessine. Cette bataille, loin d'être anodine, pourrait bien décider du destin de millions de personnes sur plusieurs générations. L'enjeu dépasse de loin les frontières d'un pays enclavé et apparemment modeste par sa taille ou son économie. Ce n'est pas une simple querelle locale. Ici, l'or, le lithium, l'uranium, autant de trésors qui attirent la convoitise des géants du monde, alimentent la tourmente. Chaque balle tirée, chaque village perdu, révèle une bataille bien plus vaste, où la moindre victoire ou défaite prend une dimension symbolique pour toute l'Afrique. Prenons l'exemple de la ville de Djibo, au nord du Burkina Faso. En 2023, cette ville a été assiégée pendant plusieurs mois, coupée du reste du pays, ses habitants réduits à la famine par les attaques répétées de groupes armés. Mais Djibo n'est pas un cas isolé. Chaque attaque contre une localité est aussi une attaque contre la souveraineté nationale. Pourquoi le Burkina Faso? Parce qu'il incarne aujourd'hui un modèle d'indépendance africaine qui refuse de plier. L'espoir qu'un continent puisse enfin écrire son propre destin, sans chaîne venue d'ailleurs. Mais cet espoir est aujourd'hui assiégé par des forces qui, depuis des siècles, tentent de garder l'Afrique sous tutelle. Imaginons un instant. Si l'Afrique échoue à s'unir, si elle laisse échapper sa souveraineté, elle risque de tout perdre, ses terres, ses richesses, son avenir. Ce n'est pas seulement une question de frontières, mais de dignité et de transmission. Comme l'a si bien dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le Burkina Faso n'est pas isolé. Il reflète une lutte qui concerne tout le continent. La bataille pour l'indépendance, la dignité, le futur. Regardez le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad. Tous sont confrontés à des défis similaires, tous subissent des ingérences extérieures et des tentatives de division. Aujourd'hui, tout se joue ici. L'histoire retient son souffle. Mais comment ce petit pays est-il devenu le point de bascule? Pour comprendre, il faut revenir aux racines de la crise. L'histoire du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, est marquée par une succession de luttes pour l'autodétermination depuis la période coloniale. Pourquoi, alors que l'Afrique regorge d'or, de lithium, d'uranium et d'autres trésors, reste-t-elle le continent le plus pauvre et la proie permanente de tant de convoitises? Cette interrogation hante l'histoire africaine depuis des siècles, pesant comme une ombre sur chaque génération. Pour illustrer ce paradoxe, prenons l'exemple du Ghana, premier exportateur mondial de cacao, mais où la majorité des producteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Ou encore, la République démocratique du Congo, qui possède les plus grandes réserves de cobalt au monde, indispensable à la fabrication des batteries de nos smartphones, mais reste l'un des pays les plus instables et appauvris. Il faut se souvenir, la traite négrière n'a pas seulement arraché des millions d'hommes et de femmes à leurs terres. Elle a vidé l'Afrique de ses forces vives, affaibli ses sociétés, brisé des familles, compromis l'avenir même du continent pour de nombreuses générations. Première blessure, profonde et durable. Imaginez une Afrique dont la jeunesse la plus dynamique a été arrachée pendant plus de 4 siècles. Cela équivaut à couper l'avenir à la racine, à empêcher la transmission du savoir et à priver le continent de bras pour cultiver, construire, inventer. Puis la colonisation est venue, souvent sanglante, parfois drapée de promesses mensongères de civilisation. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique et d'autres puissances européennes se sont partagées les terres africaines lors de la conférence de Berlin en 1884, imposant leurs lois par la violence, exploitant sans relâche hommes et richesses, détruisant culture, souveraineté et espoir. Un exemple frappant, le Congo belge, où le roi Léopold II a instauré un régime d'une brutalité inouïe, causant la mort de millions de personnes, pour extraire le caoutchouc et l'ivoire. L'Afrique du Sud, quant à elle, a été le théâtre de l'apartheid, système institutionnalisé de ségrégation raciale imposé par une minorité blanche. Aujourd'hui, la domination ne porte plus seulement l'uniforme militaire. Elle avance masquée, sous forme de contrats iniques, de pressions économiques, de bases étrangères,
de manipulation politique, de médias inféodés. Le néocolonialisme s'insinue partout, sous prétexte d'aide au développement ou de lutte contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, par exemple, la présence militaire française est justifiée par la lutte contre le terrorisme, mais elle sert aussi à garantir des intérêts économiques stratégiques, comme le cacao et le pétrole. En Afrique centrale, les contrats miniers sont souvent signés au détriment des populations locales, qui ne voient rien de la richesse extraite de leur sol. Mais pourquoi, au fond, l'Afrique reste-t-elle l'enjeu central de tant de rivalités mondiales? Parce que ses ressources sont vitales. L'or du Burkina Faso, le lithium du Mali, l'uranium du Niger, ces métaux précieux font tourner les smartphones, alimentent les voitures électriques, les centrales nucléaires et propulsent l'économie mondiale. Qui contrôle ces ressources détient une part du pouvoir du XXIe siècle. Prenons l'uranium du Niger, qui alimente les centrales françaises, permettant à Paris de maintenir son indépendance énergétique, pendant que la majorité des Nigériens vivent sans électricité. Ou encore, le lithium malien, essentiel à la transition énergétique mondiale, alors que des villages entiers manquent d'eau potable. Oublier ce passé, mépriser cette réalité, c'est s'exposer à voir l'histoire se répéter. Ceux qui ignorent les raisons de leur lutte risquent, une fois encore, de devenir les pions des puissances mondiales. La mémoire est une arme, l'oubli, une faiblesse qui coûte cher. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour refuser ce destin tout tracé. Une nouvelle génération de leaders ose défier l'ordre établi, porté par l'exemple du Burkina Faso et de l'Alliance sahélienne. Un jeune capitaine de 35 ans fait frémir les puissances occidentales. Ibrahim Traoré, visage juvénile et regard de braise, était encore un inconnu il y a peu. Désormais, il incarne la colère d'un peuple et l'espoir d'un continent prêt à se dresser contre l'humiliation et la spoliation. À l'automne de l'an 2022, le Burkina Faso bascule dans le chaos. Corruption généralisée, attaques terroristes incessantes, économie exsangue, pillée par des contrats iniques avec l'étranger. Dans cette tourmente, Traoré surgit, porté par une jeunesse avide de dignité et par une armée lassée des trahisons de son élite. Il faut comprendre le contexte. Des villages entiers sont rayés de la carte, des écoles brûlées, des familles déplacées par centaines de milliers. Les routes principales deviennent des pièges mortels et l'économie locale s'effondre sous le poids de l'insécurité. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré refuse de n'être qu'un pion sur l'échiquier du néocolonialisme. Il frappe fort. Il exige le départ immédiat des soldats français, rompt des contrats miniers où l'or et l'uranium s'évadaient presque gratuitement, et tourne le dos aux injonctions des anciennes puissances coloniales. À Paris, Washington, Bruxelles, la stupeur est totale, l'inquiétude palpable. Ce geste rappelle celui de Patrice Lumumba au Congo, qui, dès l'indépendance, a refusé de courber l'échine devant l'ancienne puissance coloniale, ce qui lui a coûté la vie. Ou encore Thomas Sankara, qui, dans les années 80, a nationalisé les terres et lancé la production locale au Burkina Faso au mépris des intérêts étrangers. Pour ne pas sombrer dans l'isolement, Traoré tend la main au Mali et au Niger. Ensemble, ils fondent l'Alliance des États du Sahel. Un pacte de défense et de solidarité qui bouleverse les rapports de force dans la région. Cette union inédite fait naître l'espoir d'une riposte collective à l'ingérence étrangère et à la prédation des ressources africaines. En pratique, cela se traduit par des échanges de renseignements militaires, des patrouilles conjointes, une mutualisation des moyens logistiques et la création de stratégies communes pour repousser les attaques terroristes et résister aux pressions internationales. Très vite, la silhouette d'Ibrahim Traoré franchit les frontières du Burkina Faso. Il devient le porte-voix d'une nouvelle génération africaine, décidée à reprendre le contrôle de sa terre, de ses richesses, de son avenir. Pour beaucoup, il incarne un rêve longtemps écrasé, celui d'une Afrique fière, souveraine, maîtresse de ses choix. Mais cette audace a un prix. Les menaces extérieures se multiplient, les campagnes de discrédit s'intensifient, et en septembre de l'an 2023, une tentative de coup d'État échoue de peu. Derrière ces déstabilisations, beaucoup désignent des puissances étrangères prêtes à tout pour conserver leur mainmise. Pression diplomatique, manipulation médiatique
et même tentatives d'assassinat. L'histoire récente regorge d'exemples similaires. En 1961, le premier président congolais, Patrice Lumumba, a été assassiné avec la complicité de puissances étrangères. Au Togo, en 1963, Sylvanus Olympio a connu le même sort après avoir tenté de s'émanciper économiquement. Le risque est immense. Si Traoré tombe, ce n'est pas seulement un homme qui s'effondre, mais tout un élan de résistance africaine qui pourrait s'éteindre. La porte serait alors grande ouverte à un retour brutal de la domination étrangère. L'avenir du Burkina Faso, et plus largement celui du Sahel, se joue à chaque instant dans cette guerre de l'ombre. En réalité, ce qui se trame aujourd'hui dépasse largement la figure d'Ibrahim Traoré. C'est une lutte silencieuse pour le contrôle de l'or, du lithium, de l'uranium et de l'avenir même du continent. Mais quels sont les véritables enjeux géopolitiques qui se cachent derrière cette bataille brûlante? Derrière la guerre visible, une autre bataille se joue, celle des ressources stratégiques et de la souveraineté. Qui profite vraiment du chaos et que révèle-t-il des ambitions des puissances étrangères? La bataille du Sahel n'est-elle qu'un simple conflit régional ou bien le prélude d'une nouvelle guerre froide mondiale? Regardez de plus près. Ce qui se joue ici déborde très largement les frontières du Burkina Faso. Désormais, les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, convergent toutes vers l'Afrique, chacune cherchant à façonner un avenir qui dépend plus que jamais des richesses du continent. Pensez à la présence croissante de la Russie par l'intermédiaire de Wagner ou à l'influence grandissante de la Chine, qui construit des infrastructures, pose des rails et finance des ports, mais exige en retour des concessions minières et agricoles. Les États-Unis, eux, multiplient les bases militaires, notamment au Niger et au Sénégal, officiellement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour surveiller et protéger l'accès aux ressources stratégiques. Le lithium, l'or, le cobalt, l'uranium. Ces trésors africains sont au cœur même de la révolution technologique mondiale. Ils alimentent l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la défense moderne. Maîtriser ces minerais, c'est tenir les clés du siècle à venir. Voilà pourquoi la compétition pour l'Afrique s'est transformée en une lutte féroce, sans merci et sans frontières claires. Regardons l'exemple du lithium. Le Mali détient des gisements immenses, convoités par les constructeurs de véhicules électriques du monde entier. Le cobalt congolais est devenu stratégique pour les batteries, tandis que l'uranium nigérien reste indispensable au nucléaire européen. Mais l'ordre géopolitique vacille. Un vent de rejet de l'Occident traverse le Sahel. Après tant d'années sous tutelle française, plusieurs pays, Burkina Faso, Mali, Niger, rompent avec leur ancien protecteur et cherchent de nouveaux alliés. Moscou, Pékin, Ankara se précipitent dans la brèche. Ce basculement n'est pas anodin. L'Afrique réclame le droit de choisir ses partenaires selon ses propres intérêts. Ce réveil, toutefois, n'est pas sans péril. Les coups d'État se multiplient, l'instabilité menace. L'Occident réagit par des sanctions, des menaces d'intervention, des pressions diplomatiques. La crise burkinabé rappelle la stratégie des États-Unis face au Venezuela. Isolement, soutien à l'opposition, guerre d'influence larvée. Mais cette fois, toute l'Afrique observe et sait que le sort de chaque pays rejaillira sur le continent entier. L'exemple du Venezuela, ostracisé pendant des années pour avoir voulu contrôler ses propres ressources pétrolières, montre ce qui attend l'Afrique si elle ne s'unit pas. Sanctions, tentatives de déstabilisation, campagnes médiatiques de discrédit. L'enjeu est gigantesque. Perdre cette bataille, c'est offrir une fois de plus l'Afrique sur un plateau à ceux qui l'ont tant exploitée. La gagner, c'est défendre la souveraineté, ouvrir la voie à la prospérité et s'assurer une voie forte dans un ordre mondial en mutation. C'est aujourd'hui que se joue le destin d'une génération entière et la réputation de l'Afrique face à l'histoire. Mais le continent n'est pas condamné à n'être qu'un champ de bataille pour les autres. Son réveil, sa solidarité panafricaine, peuvent tout changer. Reste une question. Qui imposera sa vision? Qui s'emparera du contrôle africain? Dans ce tumulte, Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel incarnent l'espoir d'une Afrique maîtresse de son destin. Mais la route vers la souveraineté s'annonce semée d'embûches,
à l'image du parcours de Nelson Mandela, qui a passé 27 années en prison avant d'accéder à la présidence et d'abolir l'apartheid. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, mais d'un sursaut. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une quête de charité, mais une urgence à s'éveiller, à agir ensemble et à unir les forces africaines. La jeunesse, vibrante et déterminée, porte l'immense responsabilité de protéger ses véritables leaders, comme le capitaine Ibrahim Traoré, et de construire demain. Elle doit défendre l'espoir, refuser l'inertie, se dresser contre la manipulation et l'ingérence sous toutes leurs formes. C'est le moment d'imaginer une armée panafricaine, pas pour conquérir, mais pour dissuader et préserver nos terres, nos ressources et notre fierté. Cette armée sera d'abord une force d'esprit. Investissons dans l'éducation, la science, la technologie, la santé, afin que chaque enfant africain devienne un acteur du siècle à venir. Pour concrétiser cette vision, il est indispensable de mettre en place des réseaux d'universités africaines, de soutenir la recherche locale, de promouvoir l'entrepreneuriat et de renforcer la coopération scientifique. Prenons exemple sur l'Union européenne, qui a su dépasser les rivalités nationales pour construire une force collective. Rejetons l'importation de faux leaders, téléguidés de l'extérieur, qui ne sèment que division et soumission. L'Afrique doit reconnaître ses propres voix, issues du peuple, guidées par une vision commune. Notre force réside dans l'unité au-delà des frontières héritées. Que l'on soit du Burkina Faso, du Nigeria, du Mali, du Sénégal ou d'Afrique du Sud, la lutte est la même, le destin commun. S'unir, c'est bâtir une puissance politique et économique que nul ne pourra dominer ni ignorer. Seul un front uni dissuadera toute tentative de recolonisation ou de mainmise étrangère. Pour illustrer cette dynamique, rappelons-nous le succès du mouvement panafricain pour l'abolition de l'apartheid, qui a mobilisé des millions de personnes sur tout le continent et à travers le monde. Cette victoire collective a montré que l'union fait la force face à l'oppression. Célébrons la fierté d'être africains. Refusons la honte imposée par l'histoire. Soyons solidaires, résistons à la division, innovons localement, valorisons nos cultures, nos langues, nos solutions. L'Afrique n'a rien à envier au reste du monde si elle croit en elle-même et investit dans sa jeunesse. Manquer ce réveil collectif, c'est offrir la porte à une nouvelle recolonisation, perdre nos chances, voir nos richesses pillées encore, risquer l'aliénation de notre avenir. Le choix est là, maintenant. L'Afrique saisira-t-elle cette occasion unique de se réapproprier son destin? Ce qui se joue au Burkina Faso est le miroir de cette lutte globale. Une victoire ou un échec ici façonnera tout l'avenir du continent. Imaginons un scénario d'avenir. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à consolider leur alliance, à sécuriser leurs frontières, à réformer leur éducation et à valoriser leurs ressources, cela pourrait inspirer d'autres pays à suivre la même voie. Un effet domino positif qui, en une génération, transformerait l'Afrique de l'Ouest en moteur de développement et d'innovation. Le monde retient son souffle. L'Afrique va-t-elle enfin écrire sa propre histoire ou restera-t-elle spectatrice, laissant d'autres tracer son destin à sa place? Aujourd'hui, ce qui se joue au Burkina Faso dépasse de loin les frontières d'un pays, ou même d'une région. Nous sommes à un moment charnière pour tout le continent. Une occasion rare de briser une chaîne de domination qui dure depuis des siècles. Pour la première fois, l'Afrique n'est plus seulement l'objet des ambitions étrangères, mais elle se tient au centre de la scène, actrice principale de son avenir. La lutte ne porte pas sur des frontières ou des drapeaux. Elle oppose ceux qui veulent décider pour nous et ceux qui réclament le droit de disposer de leurs terres, de leurs richesses, de leur futur. Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel incarnent ce sursaut panafricain, cette volonté claire de refuser l'humiliation et la dépossession. Mais le piège de l'inaction guette. Se résigner, détourner les yeux, ou céder au découragement, c'est accepter de revivre l'histoire que d'autres ont écrite pour nous. C'est courir le risque de perdre encore une fois notre or, notre lithium, notre uranium, mais surtout notre espoir. Les silences du passé ont ouvert la porte à d'autres colonisations, plus subtiles, tout aussi destructrices. Aujourd'hui,
Chaque Africain doit comprendre que rester passif, c'est abdiquer. Ce qui est en jeu n'est pas qu'une question de politique ou d'économie. Il s'agit de l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Bâtir des sociétés libres, justes, prospères, ce rêve est à portée de main, mais il exige la vigilance et l'engagement de tous. Refuser l'indifférence, c'est choisir la solidarité, c'est se lever face à ceux qui veulent encore piller l'Afrique. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique peut écrire une page nouvelle. Mais il faut mesurer les risques. Si nous relâchons nos efforts, nous retrouverons la spoliation, la misère, la fuite de nos cerveaux, l'exil de nos enfants. Si, au contraire, nous restons unis, si nous faisons front, alors nous pouvons bâtir une Afrique forte, fière, respectée. La vraie question demeure, que ferons-nous maintenant? Allons-nous laisser l'histoire se répéter, ou bien choisirons-nous, chacun à notre façon, de soutenir cette lutte, de transmettre nos savoirs, de protéger nos terres? Le choix est entre nos mains. Le monde observe. L'Afrique ne peut plus se permettre la résignation. Que chacun, d'un bout à l'autre du continent et au-delà, comprenne. Il n'y a pas de petit engagement. Chaque voix compte, chaque geste compte. Le silence, lui, a déjà trop coûté. Ce combat n'appartient pas à un seul homme, ni à une seule génération, ni à un seul pays. Il est celui de tous ceux qui refusent de voir leur histoire écrite par d'autres. Aujourd'hui, nous pouvons rompre le cycle. Mais cela demandera du courage et la mémoire constante de la raison pour laquelle nous luttons. Demain, vos enfants, vos petits-enfants, demanderont des comptes. Qu'avez-vous fait quand l'Afrique a eu l'occasion de choisir son destin ?